Marché action américain, S&P 500, les conditions à réunir sur le plan fondamental et technique pour envisager un rebond de printemps. Oui, un rebond sur le mois d'avril. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Alors que les actifs risqués en bourse sont au cœur de la tempête, dans cet hiver qui n'en finit pas. Réserve fédérale des États-Unis, guerre commerciale, versatilité de Donald Trump, géopolitique, inflation, récession, emploi, perspective de profit et tutti quanti. Voilà que le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, nous a fait un moins 10% depuis son record historique établi au mois de février dernier. Question simple, je vous la pose, je me la pose. Sommes-nous déjà en bear market comme à l'époque, à l'entrée de l'année 2022, une année de bear market, ou sommes-nous tout simplement dans une correction intermédiaire dans le bull market qui a commencé à l'automne 2022? J'estime que l'espoir est permis. J'estime toujours que nous pouvons compter sur un certain nombre de lueurs d'espoir fondamentales, mais aussi techniques, qui permettent de penser que non, le bull market n'est pas terminé, et donc que non, nous ne sommes pas en bear market, et donc que oui, les 6500 points peuvent être atteints cette année sur le S&P 500. Ah, ça pique lorsqu'on compare cet objectif avec la valeur actuelle du S&P 500. Mais j'ai toujours dit que c'était ma cible d'ici la fin d'année. Et cette année 2025, ma foi, est encore très longue. Il reste plusieurs mois. Alors, c'est la semaine d'entrée dans le printemps. Un rebond de printemps? Ouf, on vient de me mettre dans la figure quelque chose. On vient de me mettre dans la figure le sell in May and go away. Très bien, nous aurons l'occasion d'en reparler. Concentrons-nous déjà sur cette période de fin mars, avril, où nous pouvons au moins envisager un rebond technique. Un rebond de début de printemps, qui sera pour certains peut-être un rebond du chat mort, un dead cat bounce. Peut-être ou pas. Ça monte, ça baisse, oui ou non. Bon, je vois des lueurs d'espoir fondamental. Et sur le plan technique, rien n'est perdu sur le S&P 500. Je vais faire un gros focus technique en dernière partie de vidéo sur le S&P 500, sur le S&P 500 équipondéré, sur l'approche momentum, sentiment, quantitatif, fractal. Oui, nous sommes encore dans les cordes. Et l'hypothèse que nous soyons déjà entrés dans un grand marché baissier, à l'image de ce que fut le dernier connu, celui de 2022, est une hypothèse que j'écarte pour le moment. Alors jusqu'à quand je l'écarte? Ai-je raison ou pas? Bon. 7 parties dans cette vidéo. Première partie, semaine de printemps oblige, semaine surtout de décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Il prend une décision de politique monétaire ce mercredi 19 mars. L'ami Jérôme Powell, pris à la gorge entre son mandat, casser l'inflation. D'ailleurs, elle a repris la désinflation. Les indicateurs avancés ne se sont pas trompés. Préserver la croissance, l'emploi, et en même temps gérer la politique commerciale, politico-commerciale, budgétaro-commerciale de Donald Trump. Et ses incertitudes. Si l'inflation, à horizon 2 mois, tend vers la cible de la Fed, imaginons un PCE nominal qui soit quasiment à 2% dans 2 mois. Est-ce que la Fed pourra se permettre de baisser les taux alors qu'il y a une incertitude sur la guerre commerciale? Mais en même temps, nous savons que la guerre commerciale, lors du premier mandat de Donald Trump, d'ailleurs avait abouti à un accord commercial majeur avec la Chine fin 2019, et il n'y avait pas eu de vague d'inflation. Bon. Où la Fed va-t-elle s'en tenir à son mandat? La désinflation a repris, le chômage s'attique un peu à la hausse, je dois baisser les taux. En tout cas, dans cette première partie, je vous dis ce qui va vraiment compter ce mercredi 19 mars, en l'état, la mise à jour des perspectives macroéconomiques de la Fed, ce sera la première partie de cette vidéo. Deuxième partie, cette fameuse guerre commerciale. L'incertitude de la guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux, l'Union européenne, le Canada, le Mexique, la Chine, la surenchère. Bon.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? One Phase Trade Deal. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le One Phase Trade Deal? Non? Dommage. Eh bien, ce fut, à l'époque, l'aboutissement de la guerre commerciale, qui avait été menée avec férocité contre la Chine entre 2018 et 2019. Et puis, en décembre 2019, fut signé donc cet accord commercial, le One Phase Trade Deal. Manque de peau, 3 mois après, c'était la crise sanitaire. Mais tout de même, un accord avait été trouvé. Le S&P 500 avait été volatile dans la guerre commerciale de 2018-2019, mais finalement avait terminé en hausse. Donc sur cet aspect-là, là aussi l'espoir est permis. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. Troisième partie, il y a de l'espoir du côté de la liquidité mondiale. Vous savez, cette agrégation des indicateurs M2 des différents pays. Alors, la liquidité mondiale, c'est beaucoup la tendance du dollar américain, beaucoup le marché obligataire, beaucoup la politique monétaire de la Fed, de la Chine. Bon, il s'avère qu'elle est proche de faire un nouveau record historique. Et en général, ça finit par soutenir les actifs risqués, avec un décalage de 2 mois, 3 mois parfois. Quatrième partie, we need the Fed. Et oui. Seule la Fed a le pouvoir de briser un éventuel bear market. Seule la Fed a le pouvoir de relancer le bull market depuis l'automne 2022. Si la Fed décide de ne rien faire, si la Fed s'inscrit dans une trajectoire d'incertitude et donc de statu quo tout au long de l'année, effectivement, le bear market aurait peut-être déjà commencé. Le marché a besoin d'une reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, pour y croire. Cela me semble crédible ce printemps. Pas dit cette semaine, bien sûr que non. Et ce printemps. Juin peut-être. Cinquième partie, les creux de marché se construisent toujours dans le pessimisme et la peur, voire l'extrême peur. Nous y sommes, on fera le point. Sur le marché action, sur le marché des cryptos d'ailleurs. La guerre commerciale. Et avant de parler de guerre commerciale, guerre tout court, la géopolitique. Cette prime de risque géopolitique qui a apporté de la valeur à certains actifs. Pendant longtemps, le prix du pétrole, lui d'ailleurs, est au sud. Les acteurs de la défense, qui a mis d'ailleurs la pression. D'ailleurs, le bear market de 2022, à peu de choses près, c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. Bon. Alors, des lueurs d'espoir sur le plan géopolitique. Oui ou non? Nous en parlerons rapidement. Rapidement, parce qu'il suffit de s'informer en allumant un média d'information continue. Et dernière partie, septième partie, oulala, la vidéo sera longue, méga gros point technique, sur le S&P 500, sur le S&P 500 et le chartisme, le fractal, le sentiment et tutti quanti. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Allez, c'est parti les amis, S&P 500, marché action américain en fait de manière générale, les conditions nécessaires pour envisager un rebond de printemps. Alors, je précise ma pensée, dans mon scénario, le marché fait donc un creux ce mois de mars, donc un point bas ce mois de mars, et proposera un rebond au mois d'avril. Je ne vais pas aller au-delà, et donc dans cette présentation, nous raisonnons sur le fait de savoir si, oui ou non, deux écoles s'affrontent, vous le savez. Sommes-nous déjà en bear market, à l'image de l'année 2022, ou sommes-nous simplement dans une correction intermédiaire qui retrace un bull market qui lui avait commencé fin 2022 et qui, selon moi, peut aller d'ici le mois de décembre à 6500 points sur le S&P 500. Ça peut paraître loin désormais, 6500 points, sachant que le marché a atteint 6150 points. Mais voilà, l'année est encore longue. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, je vous le remets ici à l'écrit, et donc c'est parti. Nous attaquons la première partie. C'est le temps fort fondamental de cette dernière semaine, alors à cheval sur l'hiver et le printemps. La décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis
le mercredi 19 mars. Alors, il n'y aura pas de conférence de presse commune entre Jérôme Powell et Donald Trump. Vous avez ici la photo qui fut prise à l'époque lorsque Donald Trump nomma Jérôme Powell patron de la Fed lors de son premier mandat. Je rappelle que Jérôme Powell est à la tête de la Fed jusqu'au début de l'année 2026, et ensuite ce sera à Donald Trump ou pas de décider si il le reconduit ou pas, si d'ailleurs l'intéressé veut rester. Hein. Mais nous n'en sommes pas là. Alors, d'ailleurs, de manière générale, dans mes présentations, vous voyez ici, j'ai décidé d'écrire plus gros, puisqu'on m'a fait le reproche que c'était trop petit, et donc il y aura moins de choses à l'écrit, ce sera plus gros, et davantage d'éléments mis en voix. Le S&P 500 a perdu 10% depuis son record historique du mois de février, donc j'illustre tout de suite mon propos, les 10% sont ici. Donc le record historique. Alors attention, la partie technique se fera en dernière partie de vidéo. Donc pour le moment, je ne commente pas la partie technique du S&P 500, mais le record historique a été établi le 19 février et depuis le marché a perdu 10%. Vous savez, 10% c'est rare pour le S&P 500. 10% c'est rare et en général, nous arrivons ici sur une amplitude de baisse qui peut commencer à réattirer des acheteurs, notamment donc sur les Magnificent Seven. Alors, l'idée, c'est de savoir si ce marché peut se stabiliser. Cette semaine, eh bien, c'est donc une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi 19 mars. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la décision en matière de taux d'intérêt, parce que la Fed, cette semaine, ne va pas baisser ses taux d'intérêt. Mais en fait, quel est l'espoir du marché? L'espoir du marché est que la politique monétaire à venir de la Fed vienne équilibrer l'incertitude que représente la politique commerciale de Donald Trump, qui est une politique de guerre commerciale assez agressive, je vais en parler en seconde partie de présentation, qui à terme peut mener à des accords commerciaux, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. En tout cas pas quand j'enregistre cette vidéo. Alors, la Fed, que faut-il attendre ce mercredi 19 mars? Ma foi, pas grand-chose. Donc, en matière de taux d'intérêt, le taux d'intérêt de la Fed ne devrait pas bouger. Hein, d'après l'outil CME Fed Watch Tool, la probabilité que la Fed baisse ses taux ce 19 mars est 3%. Il n'y a aucune raison fondamentale. Donc le taux d'intérêt des fonds fédéraux va rester dans la fourchette 4,25, 4,50. C'est une certitude, quasi-certitude. Bon, ce qui est intéressant, c'est donc cette réunion du mercredi 19 mars. Donc je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Et là, vous avez l'agenda. Vous notez ici le petit astérix. Le petit astérix, ça signifie ça. Meeting associated with a summary of economic projections. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Fed va mettre à jour ce qu'elle n'a pas mis à jour depuis le mois de décembre, à savoir ses anticipations macroéconomiques. Et en particulier ses anticipations en matière de taux de chômage, en matière d'inflation PCE, en matière d'inflation PCE sous-jacente, et en matière de ses propres taux d'intérêt. Et en décembre dernier, la Fed nous disait que selon elle, l'inflation ne passerait pas sous 2,5, que ce soit en nominal ou en sous-jacent, que le taux de chômage, lui, ne dépasserait pas 4,3, et qu'il y aurait maximum 2 baisses de taux cette année. C'est ça que va regarder le marché. En réalité, le marché, lui, est à la recherche d'un peu d'air, et pour avoir de l'air, eh bien, le marché, cette semaine, ce qui va vraiment compter, ce sont les mises à jour des projections macroéconomiques de la Fed, et bien sûr, la conférence de Jérôme Powell. Guerre commerciale. Alors, S&P 500 et guerre commerciale. Vous savez, il y a un précédent. Il y a un précédent. C'est-à-dire que Donald Trump a déjà été président des États-Unis. Alors certes, il était plus jeune. Il était plus jeune. Il n'est pas encore gâteux, je plaisante. Bon. Et oui, dans le passé, la guerre commerciale du premier mandat de Trump a été archi-agressive. D'ailleurs, le S&P 500 a été sacrément volatile. Mais il termina au plus haut. Il termina au plus haut en décembre 2019 parce que, après 1 an et demi de guerre à outrance et de surenchère dans les droits de douane, un accord commercial dont le nom est ici. Donc cet accord s'appelait le Phase 1 Trade Deal. Alors, il n'y a pas eu de Phase 2 Trade Deal parce que la crise sanitaire est arrivée entre-temps, mais il s'agissait ici d'un accord commercial qui a été trouvé donc avec la Chine à l'époque. Alors, bon, les États-Unis sont en guerre commerciale, ce n'est pas que contre la Chine, et en particulier donc dans ce second mandat de Donald Trump, les États-Unis sont en guerre commerciale
avec donc l'Union européenne. Vous pouvez regarder le déficit commercial de grands pays de l'Union européenne avec les États-Unis, bon, en particulier l'Allemagne, mais pas que, l'Irlande, l'Italie. Bon, la Chine reste quand même l'ennemi principal, le Mexique, le Canada, bon, très bien. Pour les États-Unis, pour le S&P 500, c'est une difficulté dans le sens où vous avez les big caps, les grandes capitalisations, en particulier les Magnificent Seven, dont une partie quasiment dominante des revenus sont tirés de l'extérieur, ça devient compliqué dans le cadre d'une guerre commerciale. C'est d'ailleurs pourquoi le S&P 500 a été sous pression, ainsi que les Magnificent Seven. Mais c'est effectivement l'obsession de l'administration Trump, réduire ce déficit commercial, et Donald Trump est très clair quand il s'exprime. Il explique que voilà, les marchés peuvent monter, baisser, peu importe, si on doit en passer par une période de souffrance, c'est la différence principale avec son premier mandat, où il était en soutien verbal avec les marchés financiers. Il était, oui, en soutien verbal avec les marchés financiers. Là, il explique que pour lui, il serait même prêt à accepter un crash, d'accord? Il dit ça comme ça, mais c'est moins... Il cherche vraiment à restructurer l'économie américaine et sa place dans le commerce mondial. Et en fait, à relocaliser beaucoup d'industries aux États-Unis. Mais donc, il y a déjà eu un précédent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la guerre commerciale était essentiellement contre la Chine. L'Union européenne n'était pas à ce point montrée du doigt. Cette guerre commerciale a eu lieu entre mars 2018 et décembre 2019 pour finalement arriver à une phase de désescalade et un accord commercial. Alors, est-ce que le S&P 500, quelles sont les conditions pour envisager un rebond du S&P 500 au printemps? Vous avez déjà compris que nous avons besoin d'un peu d'air de la part de la Fed, qui avait affiché en décembre un positionnement restrictif qui avait choqué le marché, et non pas un accord commercial, car il est peu probable que vous ayez, on ne sait jamais, mais bon, peu probable d'avoir un accord commercial en avril. Par contre, des perspectives, c'est-à-dire que ça commence par des négociations, par une désescalade et par une négociation. C'est intéressant, de revenir un peu dans le passé. Je vais ici vous afficher un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du S&P 500. Vous avez donc ici le premier mandat de Donald Trump, et voilà donc la période où a eu lieu la guerre commerciale avec la Chine. Entre mars 2018 et fin 2019. Eh bien, regardez, alors globalement, le marché a terminé en hausse, mais regardez un peu cette période de volatilité intense. Une correction en 3 temps, une lente reprise, un gros drop en 3 temps, et pas n'importe quoi, de 2009 à 2300 points, c'était beaucoup. Une correction en 3 temps, une reprise, une correction en 3 temps, une reprise, encore une correction un peu à plat, et une reprise. Donc, regardez cette période de guerre commerciale. Au final, le S&P 500 a terminé en hausse, mais ça a sacrément secoué. Il y a eu 1, 2, 3, 4 drops. Donc là vous avez le premier drop de la nouvelle guerre commerciale, second mandat de Donald Trump. Mais donc à la fin, un accord a été trouvé fin 2019, et donc le marché a pu reprendre sa hausse, et alors là, le drop ici, c'est la crise sanitaire, c'est la crise du Covid, rien à voir avec la guerre commerciale, bon, sauf qu'il n'y a pas eu de version 2 de cet accord commercial. Donc effectivement, pour éviter un grand marché baissier du marché action cette année 2025, il faut des perspectives d'accord. Alors, et pour ça, il va falloir se mettre autour de la table. Dans les perspectives d'espoir à plus court terme cette fois-ci, où je pense que nous pouvons avoir au moins un rebond technique au printemps, au moins un rebond technique en avril, au moins un dead cat bounce, un rebond du chat mort. C'est effectivement la liquidité globale n'est pas loin de faire un nouveau record historique. Donc la liquidité globale qui était représentée ici par cette courbe orange, qui est l'agrégat de l'agrégat M2, enfin l'addition de l'agrégat monétaire M2 de tous les pays. Et effectivement, on constate quand même si c'est pas copier-coller, une belle corrélation entre le S&P 500 ici en bougie japonaise et la liquidité mondiale, avec quand même à chaque fois un décalage temporel, c'est-à-dire que la liquidité mondiale est en avance. D'ailleurs, c'est aussi très visible sur le Bitcoin, et qui représente les actifs risqués. C'est complètement étonnant de voir le pump, le bear market, la reprise. Il y a vraiment, et avec à chaque fois un décalage temporel, où on voit que la liquidité mondiale
La liquidité mondiale, 70 jours, et donc là, nous arriverons fin mars, début avril, on voit que la liquidité mondiale est en avance sur le comportement à la fois du S&P 500 et à la fois du Bitcoin. Ça représente vraiment ici deux actifs qui représentent le positionnement vis-à-vis des actifs risqués en bourse. Donc effectivement, cette courbe de la liquidité mondiale, là, est une perspective au moins de rebond technique ce printemps. Alors, maintenant, rebond technique c'est bien, dead cat bonds ou pas dead cat bonds c'est bien, ça ne répond pas à la question de savoir si nous sommes déjà en bear market comme en 2022 ou si nous sommes simplement en train de construire le bull market par une phase de correction intermédiaire qui nous ramènera plus haut d'ici décembre. C'est plutôt dans cette école dans laquelle je m'inscris. Bon, mais pour que ce soit crédible, il faut. Vous savez, la correction, le marché action en fait, il est sous pression. C'est depuis la Fed en décembre. Oui, c'est depuis la Fed en décembre qu'on s'interroge. Le marché a besoin que la Fed réouvre la porte des baisses de taux, redonne de l'espoir monétaire. Et donc, la reprise des baisses de taux de la Réserve fédérale des États-Unis, la reprise des baisses de taux alors qui est attendue au printemps, alors en mai peut-être, peu probable, plus probablement en juin, mais en réalité le marché se projette sur perspective. Et pour que la Fed réengage ses baisses de taux, mais de manière saine, vous pouvez lire ce que j'ai mis ici à gauche, et notamment cette phrase-là. Notamment, lisez ça. Reprendre les baisses de taux, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a reprise des baisses de taux et reprise des baisses de taux. Pour envisager que nous ne soyons pas en bear market et que le S&P 500 puisse reprendre sa marche en avant, il faut que la Fed, alors déjà, il faut un apaisement commercial ou des perspectives de négociation en vue d'un accord. Il faut aussi que la Fed reprenne la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux, mais pas pour la mauvaise raison. C'est-à-dire que si la Fed reprend la baisse des taux d'intérêt parce que l'économie ralentit, parce que le chômage augmente, parce que la récession pointe au bout de son nez, vous n'aurez pas de rebond du marché action. Par contre, vous aurez une explosion haussière des obligations. En ce qui concerne le marché action, il faut que la Fed reprenne ses baisses de taux parce que la désinflation a vraiment repris et que la cible d'inflation de la Fed est en vue. Alors, les indicateurs avancés sont plutôt optimistes. J'ai fait un certain nombre de vidéos sur le sujet. Il est vrai que les derniers chiffres ont vu une reprise de la direction du sud de l'inflation PCE, ici, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed. Vous avez aussi l'inflation selon le CPI qui a repris la direction du sud. C'est une bonne chose. Maintenant, nous sommes encore loin de la cible de la Fed, quoique le PCE sous-jacent est à 2,6. Bon, c'est pas si loin que ça, finalement. Et le PCE nominal, lui, eh bien, devrait, notamment au regard de ce que propose Trueflation en mars, sur le printemps, l'inflation nominale devrait vraiment s'approcher des 2%. Bon, est-ce que ce sera passager ou pas? En tout cas, s'en approcher. Ce qui pourrait permettre à la Fed au moins d'infléchir son discours. Après, la difficulté, elle est où? La difficulté, elle est que la Fed n'arrive pas encore à mesurer quel peut être l'impact ces prochains mois des tarifs de Trump sur l'inflation. Il n'y aura peut-être pas d'impact. Pas d'impact direct. Vous savez, l'inflation, c'est aussi beaucoup les services. Ils ne sont pas directement concernés par cette guerre commerciale. Alors, ça peut être les biens industriels. Alors, le coût de l'énergie a tendance à être écrasé parce qu'il y a d'autres raisons notamment l'augmentation de la production à pétrole américaine ou des perspectives géopolitiques plus favorables. Mais plutôt l'inflation des biens industriels, des biens de consommation d'origine industrielle qui pourraient mettre de la pression sur l'inflation nominale. Et ça, vous savez, la guerre commerciale du premier mandat de Trump, elle n'a pas créé de seconde vague, elle n'a pas créé de vague inflationniste au sens Covid, mais elle a quand même maintenu l'inflation à un niveau assez élevé. Alors, bon, sans raisonner sur l'ensemble de l'année, ça me paraît pas stupide d'envisager au moins un rebond technique bientôt, notamment au début du printemps. Nous sommes actuellement dans un environnement de peur extrême sur les actifs risqués. Les creux de marché se construisent dans la peur et le pessimisme. J'ai plusieurs façons pour illustrer ça, notamment les chiffres de l'Association américaine des investisseurs particuliers. 3 semaines consécutives, vous avez un réservoir des vendeurs qui est au plus haut. Si vous regardez les datas depuis plusieurs mois, vraiment là on arrive à un paroxysme des vendeurs. D'autres indicateurs de sentiment donnent le même message sur le marché action.
lorsque vous interrogez les investisseurs particuliers, eh bien, nous avons vraiment ici plus des 2/3 et une bonne moitié qui tombent vraiment dans la peur. Et ça, ce sont et quasiment plus personne ne considère que la baisse actuelle est une opportunité ou une infime minorité. C'est souvent comme ça qu'on arrive sur des points bas, en tout cas à court terme. Sur le marché crypto, vous avez un niveau de peur, selon le Crypto Fear and Greed Index, qui est plus important que ce que fut le point bas du bear market crypto en 2022, ou encore aussi important que ce que fut le crash, le flash crash du Covid. Donc on arrive sur des niveaux de peur qui peuvent effectivement au moins autoriser un rebond technique à court terme. Alors, bon, alors là, voilà. Là, l'aspect géopolitique, bon, tout le monde peut suivre ça, s'informer. Des choses ont avancé au Proche-Orient. Ça communique entre la Russie et les États-Unis. Le chemin est long, rien n'est garanti, mais nous sommes entrés dans une période de communication, de négociation. C'est déjà une nouveauté. Pour le moment, cette prime de risque géopolitique, alors qui donne de la valeur par exemple à l'or, mais qui met la pression sur les actifs risqués, eh bien, peut changer. Et ça peut aller vite ou pas vite. Mais c'est un facteur dont il faut tenir compte. Et je pense que le meilleur des baromètres sera l'or. Pour l'instant, l'or reste bien orienté. Mais si l'or devait, suite à une nouvelle géopolitique, donner un signal de prise de profit, eh bien cela pourrait aider à une stabilisation des actifs risqués en bourse. Nous ne sommes pas là, mais ce fait géopolitique est très important pour structurellement savoir si nous sommes en bear market en 2025 ou si 2025 peut se relancer. Alors, sur le S&P 500, qu'en est-il de la tendance haussière de fond, celle qui avait commencé en 2022? Moi, j'estime qu'elle a encore une chance. Alors, je n'interprète pas le graphique mensuel, donc vous avez sous les yeux ici les bougies japonaises mensuelles du contrat futur S&P 500, ici les bougies japonaises hebdomadaires et la journalière. Le mensuel, c'est trop tôt. En données hebdomadaires, moi j'estime toujours que donc nous avons une vague 1, une vague 2. Notez le parallèle de la vague 2 qui avait cassé la moyenne mobile à 30 semaines, cassé la vague 4 qui fait écho à la vague 2. La vague 3 s'est terminée ici avec Trump et j'estime qu'il manque toujours une vague 5 et que nous ferons un creux de vague 4 par ici. Le RSI hebdomadaire arrive ici sur ce support. Bon, il y a des éléments qui sont importants. Cette vague 4 retrace donc la grande vague 3. Vous avez ici les principaux ratios de retracement, notamment le 38,2. Le marché a déjà perdu 10%, ce qui pourrait autoriser au moins un rebond technique. Il avait déjà basculé ici en fin de bear market plusieurs fois sous la moyenne mobile à 200 jours, marginalement, avant donc de finir par se reprendre. Donc il y a quand même des éléments ici qui sont intéressants. Moi je trouve qu'on a une belle structure de vague 4. Et si vous regardez le S&P 500 équipondéré, c'est encore plus propre. Vous avez une structure en zigzag, vraiment classique. Ici, une impulsion A flat, une impulsion ABC. La structure en zigzag ABC et qui derrière permet de se reprendre. Et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, moi, tant qu'on reste au-dessus du Kumo Weekly, je suis haussier. Et sur le S&P 500, le contrat futur, tant qu'on reste au-dessus ici des 5004, je suis haussier. Donc, d'un point de vue technique, oui, plus que jamais, la tendance haussière a encore une chance parce qu'il n'y a pas eu de cassure de support majeur. Le niveau de peur est très élevé, les bottoms se construisent dans la peur, et d'un point de vue quantitatif, nous sommes presque revenus à une zone extrêmement basse du pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, et là, revenir ici serait entrer dans une zone d'achat. Donc effectivement, petit à petit, nous arrivons proche des conditions qui pourraient au moins autoriser un rebond technique. Alors maintenant, ensuite, va-t-il s'agir d'un dead cat bounce ou pas? Eh bien ça, nous serons fixés. Mais je pense que nous allons bientôt avoir les conditions de début de printemps, au moins d'un rebond technique. Merci à tous.